Bien, bonjour à toutes et à tous. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine et j'ai le plaisir d'être à vos côtés cet après-midi encore, au terme de ces 3 jours d'un immense salon qui, je crois, a tenu ses promesses. Et on va poursuivre avec cette dernière séquence sur la crypto-agilité, préparer la transition post-quantique. Alors évidemment, ce sujet qui pouvait paraître parfois très lointain, où on se projetait dans des horizons assez approximatifs, compte tenu effectivement de l'arrivée de l'ordinateur quantique dont on n'a pas forcément de date encore annoncée. Et on va le voir avec nos invités, finalement se préparer à cette transition post-quantique, ça démarre bien maintenant parce qu'effectivement, il ne s'agit pas uniquement de l'ordinateur quantique. Il y a évidemment cette menace qui pèse aujourd'hui sur effectivement les algorithmes cryptographiques actuels qui seraient cassés. Mais au-delà de ça, il y a évidemment cette menace dont on va parler du Harvest Now Decrypt Later, et puis le temps qui va être nécessaire pour cette migration de l'ensemble de la chaîne qui se compte évidemment en décennies, d'où l'importance de démarrer dès à présent. Mais on va essayer de comprendre un petit peu comment ça va se passer et comment ça se passe d'ores et déjà cette transition, et puis faire le lien à la fois dans ce mode hybride qui est aujourd'hui proposé par un certain nombre d'agences, l'ANSSI, le BSI en Allemagne notamment, et puis cette crypto-agilité qui sont quand même deux choses qui vont ensemble mais qui sont différentes, et on va essayer de comprendre un petit peu à la fois de quoi il s'agit, ce qui est fait par les acteurs qui le mettent en œuvre aujourd'hui, ceux qui accompagnent aussi les différentes entreprises et institutions à relever ces défis avec évidemment des enjeux et des moyens qui sont mis à disposition. Mes invités aujourd'hui, à mes côtés, Roberto De Paolis. Thank you, Roberto, to be with us today, Head of Digital Security and Security. Responsable de sécurité digitale et sécurité de Leonardo. À côté de vous, nous avons Dimitri Van Esch. Merci beaucoup, Dimitri, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le PDG de Et encore. Et nous avons également le plaisir de donner la bienvenue à Benjamin Berdouche, le responsable de partenariat stratégique chez Mozilla. Et nous avons Sami Swissy qui également est à nos côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'état-major au sein de l'expertise de l'ANSSI, à laquelle je faisais évidemment référence ici en France. Sami, je vous propose qu'on démarre peut-être avec vous sur cette étape de la migration. Je l'ai rappelé très rapidement, qui est clé. Longtemps, on était un peu dans l'expectative, on avait un petit peu du mal à comprendre tout ça. Et puis, Vincent Strubel fait une annonce 2027. Et là, ça a effectivement cranté aussi un certain nombre de points, de messages, d'attention, et donc évidemment de passage à l'action. On l'a compris, il y a d'autres États, on le voit avec le DoD notamment américain, où les choses sont très claires. Dès 2035, il sera impossible de passer un marché avec eux si on n'a pas intégré cette dimension. On voit que les États commencent à mettre en place un certain nombre de messages assez clairs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au-delà des effets d'annonce, concrètement, l'état du marché et la maturité à la fois des produits, mais aussi des utilisateurs? Merci Mélanie. Comme vous l'avez dit au début de la présentation, cet ordinateur quantique-là va arriver un peu sur une date qui n'est pas encore très claire. Ça sera, en tout cas, on estime aujourd'hui son arrivée entre 2035 et 2040 côté ANSSI, d'où un peu cette feuille de route qu'on a définie, qui prend en compte aussi la maturité de l'écosystème français. Quand je parle de l'écosystème français, cette transition vers la cryptographie post-quantique impacte l'intégralité de l'écosystème, que ce soit les offreurs, les utilisateurs, les centres d'évaluation, ce qu'on appelle communément en France CESTI, ou même les prestataires d'accompagnement qui ont aussi un rôle clé pour accompagner et la définition du plan de transition et la mise en place de ce plan de transition-là au niveau des utilisateurs de solutions crypto. Et du coup, en prenant en compte cette date d'ordinateur quantique, on a fait un peu un petit rétro-planning où, en questionnant nos utilisateurs, nos bénéficiaires, tout ce qui est ministère, OIV, OSE, on a eu des retours qui considéraient qu'ils avaient besoin de, on va dire, plus ou moins 5 ans pour finaliser le déploiement au niveau des différents points de présence. Du coup, en faisant un petit rétro-planning, on tombe sur 2030, où là, on recommande à tous les acteurs privés comme publics de ne plus acheter des produits qui ne proposent pas de PQC
Et cette recommandation-là aura une portée normative en interministériel où on demandera à tous nos ministères de ne plus acheter des produits non PQC à 2030. Quand on parle de ne plus acheter des produits PQC en 2030, ça veut dire qu'il faut avoir ces produits-là. Et sur certains périmètres qui sont plus critiques, notamment tout ce qui est en relation avec la diffusion restreinte ou DR pour les plus intimes, on a besoin de solutions qu'on appelle qualifiées, qui sont évaluées et tamponnées par l'ANSSI, que l'ANSSI recommande pour usage dans ces périmètres-là. Et du coup, la qualification, elle dure 3 ans, et la durée du process de qualification, ça prend 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et du coup, si on fait notre rétro-planning, on tombe sur 2027, où là, on a introduit une obligation de ne plus accepter en entrée de qualification des produits qui n'intègrent pas de la cryptographie post-quantique. Ce qui laisse le temps jusqu'à 2027 aux développeurs de solutions de proposer de la PQC s'ils veulent être recommandés par l'ANSSI. Si je reviens un peu à la dimension maturité que vous avez mentionnée au début de la question, c'est que là, notre focus principal est sur l'offre, parce que sans produit, il n'y a pas de transition. Ça, c'est très simple. Et c'est pour ça qu'on voit que niveau maturité, l'écosystème de l'offre commence un peu à monter en compétences. Parce qu'il y a 2 ans, ce n'était pas le cas, et on s'est retrouvé dans une situation, par exemple en 2024, parce qu'on a fait des études de marché, où on s'est retrouvé dans une situation où les offreurs disaient qu'il n'y avait pas de marché, et les utilisateurs disaient qu'il n'y avait pas d'offre. Et du coup, on tournait un peu en rond. Et pour sortir un peu de ce cercle vicieux, on a émis cette obligation. Certes, c'est un périmètre qui ne couvre pas tous les produits, mais c'est un signal fort pour que les offreurs de solutions puissent monter en compétences et proposer ces solutions-là. Là, s'agissant de l'offre, s'agissant aussi des centres d'évaluation aussi, il y a tout un travail d'accompagnement par l'ANSSI pour qu'ils puissent monter en compétences, pour qu'ils puissent être à même d'évaluer ces produits-là, pour qu'ils soient compétents et agréés PQC à 2027. Ça, c'est l'objectif avec les 10 CESTI qu'on a, que ce soit hard ou soft. Notre objectif, c'est qu'ils fassent leur projet pilote et qu'ils soient agréés d'ici 2027 pour qu'on puisse respecter cette obligation de 2027 d'entrer en qualif avec de la PQC. S'agissant aussi de l'écosystème des prestataires, on commence à voir de plus en plus quelques prestations d'accompagnement. J'ai vu des tables rondes, notamment d'OCD, etc., qui parlaient de missions d'accompagnement de la Française des Jeux sur la transition vers la cryptographie post-quantique. Et du coup, derrière, ça montre un peu une prise de conscience, que ce soit des utilisateurs ou des prestataires d'accompagnement, non seulement de la menace, mais aussi de l'opportunité économique de ce nouveau marché. Merci beaucoup, Samy. Puis on voit effectivement se multiplier aussi des annonces, et notamment la Banque de France, avec l'ensemble des acteurs bancaires qui ont vraiment cranté ce message en embarquant avec eux tout un tas d'acteurs. Mais effectivement, on va voir aussi comment embarquer tout le monde, parce que quand on parle des armées, ça fait sens. Quand on parle d'organes comme la Banque de France, le monde bancaire, on comprend effectivement, on se dit, voilà, ce sont de grosses structures avec des moyens. Quand on en arrive au stade des PME, on peut se poser d'autres questions, ce qui est légitime, mais on va voir comment les embarquer dans ce dispositif. Dimitri, maybe to discuss together about what I was saying. Et peut-être ce que je disais dans l'introduction, c'est de discuter ensemble, de voir cette idée de Harvest Now, Decrypt Later. Et ça, en préparation de l'arrivée des ordinateurs quantiques. Et donc, expliquez-nous les points principaux, s'il vous plaît. Oui, c'est un des points clés, je dois dire. Donc, maintenant, l'idée de Harvest Now, Decrypt Later, c'est vraiment un problème. Si votre donnée est déjà capturée, et vous êtes en train d'attendre l'ordinateur quantique pour qu'il se prépare et décrypter toutes les données, parce que les algorithmes de cryptographie qu'on a utilisés aujourd'hui ne considèrent pas le PQC. Et donc, si on voit dans le livret de PQC de migration, on voit qu'il y a des problèmes. Et non, si on est quelqu'un qui veut mettre en place, implémenter un PQC maintenant, et le principe s'applique pas seulement pour Harvest Now Later, mais on voit qu'on fait par exemple des modules et ces puces sont intégrées dans des voitures autonomes, mais elles vont rester dans ces voitures dans les prochains 20 ans. Et donc, est-ce que vous voulez conduire ces voitures
en sachant qu'un ordinateur quantique pourrait rompre la cryptographie de cette puce et tous les dysfonctionnements que ça pourrait amener. Donc ça, c'est les vrais problèmes. Et en parlant de l'agilité cryptographique, c'est plutôt vraiment ces sentiers de longue migration. Quand moi j'ai commencé en 2018 mon parcours quantique, on s'est rendu compte que les banques auront besoin de beaucoup de temps pour migrer. Et pour identifier le temps que ça allait prendre, on a regardé un peu quel temps ça a pris des mises à jour anciennes. Donc, par exemple, de SHA-1 à SHA-2, ça nous a pris 12 ans. Et donc, on a vu et on s'est dit, oh là là, maintenant, on doit mettre en place des nouveaux protocoles, pas juste des drop and replacement. On ne connaît pas l'impact de ces protocoles. Et donc, on pourrait peut-être avoir besoin de 15 à 25 ans. Et j'ai parlé à quelques banques internationales après, et certaines sont déjà en train de travailler sur leur inventaire cryptographique, mais ça fait depuis 8 ans qu'ils travaillent dessus, hein, et ce n'est pas encore complété. Donc, et si ça prend 10 ans pour faire juste un inventaire, imaginez le temps que ça va prendre pour faire la mise en œuvre. C'est vraiment un gros problème. Et vous savez, si on réfléchit un peu plus loin, imaginons qu'en 2035, nous aurons cet ordinateur quantique. Et si on est capable de mettre à jour tous nos systèmes à temps, et ça nous prend, disons, 8 ans, on commence tout de suite là, on est à temps. Alors, et si dans 2 ans, l'ordinateur quantique sont tellement puissants qu'ils peuvent également casser ces protocoles-là. Et donc, tout ce qu'on a fait dans l'agilité cryptographique, on a un autre problème à ce moment-là. Donc, si on ne prend pas notre agilité cryptographique en compte, si ce n'est pas un des éléments principaux dans notre architecture, alors on est foutu. Ça, c'est le vrai problème. Merci beaucoup, Dimitri. Cette étape de préparation, il y a évidemment les enjeux de standards, d'algorithmes. Quels sont les impacts pour le web, pour les connexions qui sont au cœur de votre quotidien? Alors, je vais rebondir sur ce qui était dit juste avant. On a une problématique qui est particulièrement forte sur Internet parce que c'est quand même un des endroits où on peut collecter de la donnée de manière massive. Et il y a une fausse assumption qui est un petit peu distribuée quand on réfléchit au problème Harvest Now, Decrypt Later, c'est que beaucoup de gens, beaucoup trop de gens pensent que parce qu'il y a de la masse sur Internet et que typiquement les transactions sont éphémères, c'est difficile d'identifier des choses intéressantes, etc. Alors effectivement, un paiement bancaire, en fait, vous vous en fichez en temps réel si c'est du Harvest Now Decrypt Later parce que votre paiement il a été fait. Par contre, quand vous savez que une entité sensible sort d'un COMEX et qu'à une heure établie, il va envoyer son plan stratégique sur 10 ans par email à travers Internet, voilà, et ben on peut cibler des trames de chiffrés bien au bon moment pour que au moment où il y aura un ordinateur quantique, l'information qui a été ciblée soit intéressante et soit valable. Donc d'un point de vue Internet, en fait, ça fait 2 décennies maintenant qu'on regarde déjà ces types de problématiques. Je me souviens encore d'un 2006, premier workshop post-quantum crypto. On a fait au niveau scientifique en fait des premiers workshops. Donc au niveau scientifique, ça fait 40 ans que les gens s'occupent du post-quantique. Mais le moment un peu clé où ça, pour nous, ça passe du mode scientifique au mode industriel, c'est les premières réunions entre les industriels et les scientifiques, vraiment 2006, 2008, puis vraiment 2016, où là, grosso modo, c'est l'appel du NIST sur la compétition post-quantique, où il y a un vrai passage où la standardisation va vraiment, au niveau d'Internet, se mettre à regarder de manière approfondie. Alors, il faut regarder que quand on fait des transitions, soit de crypto-agilité, soit de protocolaire sur Internet, on a des exemples. Typiquement, 2010-2014, on a une version de TLS, le protocole de sécurité du HTTPS.
On arrive en 2014 à peu près, on a des papiers qui analysent la sécurité de TLS.2 et qui découvrent des vulnérabilités assez complexes, mais quand même exploitables. Donc on démarre une phase de standardisation à l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, où on passe de 2014 à 2018 à standardiser un nouveau protocole, TLS 1.3, où l'approche scientifique a été vraiment extrêmement différente. C'est-à-dire que avoir la primitive cryptographique, avoir la brique cryptographique, c'est pas suffisant, puisqu'évidemment, il faut l'utiliser dans un protocole de sécurité, dans une architecture de sécurité. Et donc, il faut être capable de partir des primitives, de construire des protocoles. Donc, TLS 1.3 était nativement, en fait, sur 4 ans, on l'a étudié nativement pour être capable de prendre des primitives cryptographiques post-quantiques au moment où elles arriveraient plus tard. Et à ce moment-là, la discussion était vraiment dans les prémices, puisque 2014, 2018, donc 2016, compétition uniste. Donc, très clairement, la standardisation de TLS 1.3, elle ne collait pas avec la cryptographie post-quantique. Mais la réflexion qui datait d'une décennie d'avance sur il faudra que de toute façon ce protocole-là il intègre la cryptographie post-quantique fait que en 2018, quand on a commencé à déployer TLS 1.3, et encore une fois dans les navigateurs par exemple qui sont la première cible de ces protocoles-là, c'est 2014 on commence à y réfléchir, 2016 on commence déjà à déployer des choses et on fait des expérimentations en réel sur Internet où on veut préserver la sécurité, mais on veut étudier le comportement des prototypes de protocoles sur Internet. 2018, on fait la standardisation. Et entre 2018 et 2026, aujourd'hui, j'ai regardé les stats dans la télémétrie du navigateur ce matin, on n'est qu'à 81% d'adoption de TLS 1.3. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20% des connexions qui ne sont toujours pas au standard de 2018. Mais d'un point de vue positif, sur un système à l'échelle d'Internet, 80%, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, on y est. Et donc, dans les phases successives et dans tous les protocoles qu'on développe de nos jours pour les standards d'Internet, y compris par exemple MLS, qui est le protocole qui servira pour chiffrer la messagerie entre Android et iOS à travers le protocole RCS. C'est un protocole qui fait l'équivalent du MMS. En dessous, il y a une couche de sécurité qui s'appelle MLS. Ces protocoles-là, qui ont été standardisés sur plusieurs années, ils prennent en compte ces problématiques-là. Donc finalement, on a mis du temps, mais on commence plutôt à bien progresser. Pour Internet, on a vraiment mis le temps qu'il fallait pour étudier l'adversaire. Mais d'une certaine manière, nous, on est parti du principe que de toute façon, l'ordinateur quantique, il arrivera. Il arrivera. Et donc, la date ne nous intéresse pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité le plus tôt possible d'être dans une position de sécurité. Ce qu'on voit aussi à travers ce que vous dites, c'est quand même cette échelle de temps qui revient à ce que disait Dimitri, ce temps long qui est nécessaire, ce qu'évoquait Samy également, et on le voit bien dans tout le schéma que vous évoquez, ce temps qui va être nécessaire, et donc on voit bien ce qui va se passer pour les opérateurs concernés, et notamment les plus petits. Un mot sur ce sujet que j'évoquais tout à l'heure. On entend parler d'hybridation qui est recommandée par l'ANSSI, je le disais également, le BSI, il y en a évidemment d'autres aussi. Il y a d'autres modèles qui peuvent être proposés. Et puis il y a cette notion de crypto-agilité. Alors déjà, est-ce qu'on peut, sans mauvais jeu de mots, décrypter ce qu'on est en train de dire pour qu'on parle bien tous le même langage, et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on se prépare à ça. Comment est-ce qu'on accompagne les acteurs? Parce que clairement, et vous l'avez dit dès le début, cette notion d'accompagnement, elle va être clé pour ne laisser personne au bord de la route. Tout à fait. Et du coup, ça, c'est le petit instant de définition de cette table ronde. Et du coup, Il vous revient quel honneur, Samy. Merci. Et juste une petite remarque, vous avez dit hybridation qu'on recommande, mais quand on a émis l'obligation de produits en entrée de qualif qui intègre de la PQC, l'hybridation est obligatoire. Du coup, ce n'est pas qu'une recommandation. Et plus que ça. Et du coup, instant définition, l'hybridation, c'est le fait de combiner un algorithme post-quantique avec un algorithme pré-quantique classique. Par exemple, on va combiner du RSA avec du MLChem. L'objectif, vous me dites pourquoi on fait deux algorithmes, c'est, pour faire simple, avoir le meilleur des deux mondes. On a vu ces dernières années qu'il y avait des algorithmes post-quantiques qui étaient vulnérables à des attaques classiques, side channel par exemple.
Et le fait d'avoir ces deux algorithmes côte à côte, ça permet d'avoir une assurance contre les attaques classiques avec l'algo pré-quantique et contre l'ordinateur quantique avec notre algorithme post-quantique, théoriquement. Pourquoi on fait ça? On a aussi besoin d'éprouver ces algorithmes qui, comme a dit Benjamin, le processus de normalisation a été lancé en 2016 par le NIST. On a les 3 premiers algorithmes normalisés en 2024. Le sujet, il date de plus de 40 ans, mais les algorithmes qu'on a aujourd'hui, et heureusement, il y a un consensus international sur le fait que ces algorithmes-là sont bons et qu'on peut partir dans ce sens-là. Ils sont encore jeunes, il faut les éprouver, il faut éprouver les algorithmes, mais aussi leurs implémentations, ce qui fait qu'on n'a pas assez d'assurance. Aujourd'hui, en tout cas, on considère qu'en Europe, et ce n'est pas qu'un avis ainsi, on est d'accord avec tous nos homologues européens, qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et on a besoin d'hybrider pour avoir, comme j'ai dit au début de mon intervention, le meilleur des demandes. Ça, c'est s'agissant de l'hybridation. Quand on parle de crypto-agilité, comme indiqué dans le nom, il y a agilité. L'objectif de la crypto-agilité, pour faire simple, c'est de pouvoir rétro-pédaler au cas où on se rend compte qu'il y a un problème avec les algos qu'on a mis en place. Et quand on parle de crypto-agilité, c'est aussi la capacité de mettre à jour les algorithmes au niveau des produits sans forcément les rapatrier ou les échanger. Ça permet d'avoir une certaine flexibilité, de faire marche arrière au cas où il y a des problèmes avec ces algorithmes qui, comme j'ai dit tout à l'heure, restent aussi à tester, à éprouver pour gagner en assurance et en confiance. Et d'où l'intérêt d'avoir ces deux notions-là et pour pouvoir avancer sereinement, même si sur ce domaine-là, tout n'est pas sec, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. Et dans cet accompagnement, comment est-ce que l'ANSSI crante déjà des éléments qui sont précis, accessibles pour celles et ceux qui doivent s'y mettre maintenant? Ce sujet-là, à l'ANSSI, il était initialement un sujet de recherche et à partir de 2022, on a émis un certain nombre d'avis scientifiques et techniques qui décrivent un peu quels sont les algorithmes, quels sont les paramètres au niveau de l'hybridation. On a publié aussi début d'année un guide sur la crypto-agilité. Et du coup, c'est en émettant un certain nombre de guides à destination des offreurs de solutions qu'on permet aussi de clarifier l'orientation. Et de l'autre côté, parce que là je parle de côté développeur, mais côté aussi écosystème d'évaluation, on est en train d'accompagner les CESTI dans leur montée en compétences pour évaluer aussi ces produits-là qui intègrent de l'hybridation notamment. Merci beaucoup, Sami. Roberto, would like to know more. Sami, Roberto, on aimerait savoir plus sur ce que vous avez fait. Leonardo, où et quand avez-vous commencé cette transition, si je peux le mettre comme ça? On doit commencer tout au début. L'inventaire, Dimitri en a parlé. L'entreprise doit savoir quelles clés sont utilisées par l'application, quels algorithmes sont utilisés et quel est obsolète. Mais il nous faut une approche pragmatique parce que tout inventaire qui prend 10 ans, c'est un problème. Parfois, l'entreprise ne se rend pas compte qu'elle a des informations, mais elles sont dispersées dans différents systèmes. Il y a peut-être une plateforme pour faire des évaluations de vulnérabilité, des scans de machines. On peut prendre tous ces scans et comprendre les certificats digitaux qui sont utilisés par l'entreprise. Et sûrement, l'entreprise a une plateforme pour protéger les endpoints et on peut utiliser des logiciels pour faire des accès et comprendre les endpoints. Et il y a différents niveaux de demandes qui peuvent être créés pour se rendre compte. L'idéal, c'est d'avoir une plateforme dédiée qui peut même mettre des senseurs dans quelques éléments du réseau pour scanner et comprendre le réseau. Et mettre tout ça ensemble, c'est facile de créer un score quantique de risque et on sait ce qui est critique et ce score est très élevé parce que par exemple SHA-1 ou MD5
ou un autre algorithme, on peut attribuer un score pour commencer cette transition dont on parlait avant. Et après avoir fait ceci, on doit avoir des investissements au niveau de l'infrastructure. Bien entendu, il y a différents scénarios ici. Si l'entreprise est complètement dans les prémices, sur site, on a les clés publiques, l'investissement est considérable. Et si on doit commencer à avoir des certificats hybrides avec des certificats en quantique, et donc on doit mettre en place un HSM qui devait être mise à jour par le firmware pour intégrer cette fonctionnalité. Mais dans l'évaluation des risques, nous avons également des conformités réglementaires. Et donc, si on peut mettre en place un firmware qui n'est pas encore FIPS 402 certifié 375, donc il y a plusieurs considérations. Et ensuite, il y a une plateforme qui peut orchestrer. Si on se focalise, par exemple, avant on parlait de l'Internet, sur les certificats, on a besoin d'une plateforme pour orchestrer, pour pouvoir émettre ces certificats, parce que la réglementation sur les certificats est en train de changer. Il y a quelques années, on peut demander des certificats supplémentaires pour 5 ans, ensuite 3 ans, 1 an, et maintenant en 2029, je pense, ça va être 47 jours. Et donc, si vous avez 100 demandes pour les clients Internet et vous voulez faire ça de manière manuelle, ça va être un gros problème, hein. La dernière partie, et on se rapproche là-dessus parce qu'on vient de terminer la partie de l'infrastructure, de la mise en place de l'infrastructure, et ça sera vraiment un casse-tête. Et on doit prendre conscience, que l'entreprise doit prendre conscience qu'il y a un problème, et donc on travaille beaucoup là-dessus, mais ensuite, d'essayer de mettre en place une mise à jour du point de vue de l'application. Et on pourrait dire, ou sinon on pourrait dire, mettons un gilet de sauvetage pour 1 an, on peut mettre quelque chose derrière l'application, on peut peut-être mettre à jour jusqu'à un algorithme qui est safe pour le quantum, pour la quantique, mais après, il faut une date limite pour laquelle ça sera changé. Donc ça, c'est la partie la plus difficile de ce parcours, quand ça touche l'entreprise. Et où est-ce que vous êtes dans ce parcours-là aujourd'hui? Avec cette application d'infrastructure, c'est fait. Nous avons un PKI qui peut livrer un certificat qui est prêt. Et maintenant, on commence à approcher les entreprises en sélectionnant des applications critiques et sur lesquelles on veut s'occuper immédiatement. Dimitri, vous voudrez réagir peut-être là-dessus? Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. On en a parlé juste avant le panel. Comment on peut s'assurer que les développeurs peuvent agir et bien faire les choses? On doit penser un peu à la méthodologie. On doit les mettre, peut-être on doit les mettre dans une chambre, dans une salle et dire, vous ne quittez pas la chambre jusqu'à ce que vous êtes d'accord sur quelque chose. Mais voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne commande pas avec un peu d'expérimentation sur les PQC? Et si cette menace quantique arrivait l'année prochaine, comment est-ce qu'on ferait avec un protocole pour des applications, même si elles ne sont pas certifiées? On pourrait continuer à travailler en tant qu'entreprise. Donc la question, c'est est-ce que vous voulez faire faillite ou certifier, ou continuer à travailler sans être certifié? Moi, je préfère la deuxième. Je préfère continuer. Et Dimitri, quel est le soutien que vous donnez aux organisations? On parlait avant à l'armée, aux banques, mais nous devons également réfléchir aux petites entreprises, aux PME. Oui, les PME, vous savez, même si vous êtes une petite entreprise, peut-être vous allez avoir quelque chose très tôt et vous pouvez obtenir des PQC, mais vous n'avez pas suffisamment de main-d'œuvre et vous n'avez pas les capacités d'une grosse entreprise. Donc, vous pouvez commencer quelque part et vous pouvez peut-être commencer à réfléchir à des solutions intermédiaires.
Vous pourriez mettre en place des VPN pour des connexions site à site, bilatérales, mettre des systèmes symétriques en place. Vous savez que ces symétriques ne sont pas vulnérables pour les premières attaques quantiques. Ou vous pourriez, vu que nous mettons en place, nous, une solution, vous pourriez acheter notre solution et l'installer dans vos systèmes, qui crée un canal qui est safe du point de vue quantique. Donc, l'idée, c'est de mettre en place la sécurité pour votre environnement et s'assurer que quand ça va avoir lieu, que vous pourriez faire face, que ce soit avec la méthodologie WIP ou d'une autre manière. Nous devons agir maintenant. Et pour commencer, parce que pour les PME, bien entendu, la question c'est où est-ce qu'on commence? Et vous avez un outil, c'est ça, avec des questions. Et c'est un outil simple. Oui, c'est très simple. Nous avons cet outil en ligne. C'est vraiment un benchmark de crypto-maturité. Et vous pouvez le remplir. Il y a 56 questions en ligne. C'est gratuit. Ça va vous donner quelques aperçus de quelle zone vous devriez vous focaliser là-dessus. On parle de hygiène. Et l'hygiène, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est également la gouvernance. C'est également, on peut créer cette équipe agile, qu'on le voit dans les grandes banques. On a vraiment ces équipes agiles de développement, mais tout le système de réglementation n'est pas agile. Donc, ça ne marche simplement pas pour eux. Donc, on doit s'assurer que tout change et tout est focalisé. Et si vous devez avoir un bâtiment et vous devez faire quelque chose qui est aligné avec vos politiques, mais peut-être votre politique n'est pas à jour. Et donc, vous pouvez utiliser tout le WIP que vous voulez, mais ça ne va pas marcher. Avec ces 56 questions, vous pouvez les trouver sur notre site, le CMD. Si vous avez des questions sur les mots de passe, il vous faut des rapports détaillés, on peut vous envoyer le rapport après. Merci Dimitri. Roberto, comment est-ce que vous voyez votre rôle, votre entreprise Leonardo, dans votre rôle d'élever vos partenaires et parties prenantes vers cette migration, pour leur donner les outils et votre expérience? Mon rôle veut dire la protection des entreprises du périmètre jusqu'au point critique. Et ça fait partie de beaucoup de choses que je dois suivre. Mais pour ceci, nous avons encore un peu de temps. Pour d'autres types d'attaques et d'intrus, nous avons moins de temps. J'ai commencé ce parcours il y a 2 ans. Et donc maintenant, toute la partie d'infrastructure est complétée. Nous allons commencer à mettre à jour le firmware du firewall et avec des nouvelles clés. Et la partie, on va dire, de l'évangélisation dans l'entreprise est importante. Donc, je parle avec beaucoup de parties prenantes pour leur dire qu'on est prêt. Et donc, c'est question juste de parler avec des développeurs des entreprises et de commencer ce parcours ensemble. Et c'est la raison pour laquelle parfois, c'est pas possible. Et j'ai la même approche. Essayons, faisons de l'expérimentation. Quand on y va, on voit, on dit, il faut une application avec un OpenLSL, et donc ça va réduire la vitesse. Donc la prise de conscience est très importante. Et les prochaines étapes pour vous, c'est de faire faillite à tous les développeurs et les parties dans la salle ici et de les obliger à expérimenter au moins. C'est un grand défi. Merci Roberto, merci beaucoup. Les problématiques que vous voyez déjà arriver, à quoi est-ce qu'on doit... Alors, on n'a pas tout à fait encore tous commencé cette transition, cette migration, et pourtant, il y a déjà des choses qui se présentent et auxquelles il faut déjà prêter attention. Oui, alors tout à l'heure, j'ai donné un peu le côté verre à moitié plein, positif Et restons optimistes. d'Internet et de la manière dont on prend les choses très en avance.
Comme disait Roberto, en fait, une des raisons pour laquelle on est extrêmement agressif à tester les nouveaux protocoles, l'agilité des nouvelles primitives, avant même les standardisations, hein, dans Firefox en 2020, on avait, 20, je sais pas, mais 22, on avait hybride, on avait des expériences de suites cryptographiques hybrides déjà dans Firefox, avec nos partenaires côté serveur, type Cloudflare, etc., pour voir comment se comporte la migration. Parce que la bonne nouvelle, c'est que certes, il y a des gros volumes qui sont capables de déployer d'énormes hausse de posture de sécurité à travers quelques entreprises, notamment les trois cœurs de navigateurs, les CDN, etc. Mais on a toutes les problématiques qui sont d'équipements de bordure, qui vont faire du filtrage sur les connexions HTTPS. Et ces outils-là, on pointe à chaque fois systématiquement le doigt sur le fait que c'est des outils qui ne sont pas forcément à jour, pas forcément mettables à jour facilement. Et quand on passe d'une suite cryptographique classique pour TLS à un hybride post-quantique avec un Kyber qui passe la taille du premier message de TLS de 32 octets à 1128, je crois, et ben en fait, il y a plein de boîtiers de connexion intermédiaires qui font exploser, qui explosent littéralement et qui coupent les connexions. Et fonctionnellement, en fait, on se retrouve sans capacité à faire de connexion sécurisée en hybride post-quantique vers des serveurs, parce qu'on a des équipements qu'on appelle des middle box qui cassent les connexions. Et donc ça pose un vrai problème. C'est pour ça qu'on le fait très, très agressivement. Et dans tous les nouveaux protocoles, on va essayer de mettre, grosso modo, une touche de variabilité systématique dans le protocole qui fait varier la fréquence des messages, la fragmentation des messages, la taille des messages, des protocoles pour littéralement, l'objectif c'est pour tout nouveau protocole un peu sérieux à l'IETF de faire exploser toutes ces boîtes intermédiaires et notamment de faire en sorte que les constructeurs réalisent qu'ils doivent être en capacité de mettre à jour systématiquement et rapidement ces équipements-là. De la même manière, ce que Roberto disait sur la PKI, la raison pour laquelle le CA Browser Forum, qui est composé entre les gens qui font des autorités de certification et les navigateurs, la raison pour laquelle on raccourcit les durées de validité des certificats, c'est pour être en capacité non seulement de changer le type de certificat, mais aussi la fréquence en cas de compromission. On veut être dans une phase d'automatisation du remplacement de ces certificats de sécurité. Et le gros point noir sur, disons, le déploiement Internet à l'heure actuelle, c'est que, certes, on fait tout exploser, mais quand même, quand on regarde bien, là, à l'heure actuelle, on a 25-6% dans mes souvenirs, des connexions pour Internet qui sont en hybride post-quantique, donc ce qui est quand même pas négligeable. Avec Cloudflare, par exemple, à qui on a agressivement travaillé avec les autres navigateurs, etc., on a déjà dépassé 50%. Donc, grosso modo, il y a les 20% qui restent, qui ne sont pas à jour, qui, eux, ça va être compliqué. Et dans les 80%, il y a 50% qui sont déjà en capacité de faire de l'hybride post-quantique, ce qui est déjà pas mal. Mais ça, c'est dans le scénario Harvest Now, Decrypt Later, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est la confidentialité de la connexion, parce que on considère que si on capture la connexion maintenant, on pourra la déchiffrer plus tard. Mais en termes d'authentification de la connexion, typiquement qui parle à qui, là, on est en retard. Et donc, typiquement, la PKI post-quantique, en fait, la PKI où on fait des certificats, des chaînes de certificats qui sont signés de manière hybride entre des algorithmes classiques et post-quantiques. Là, on n'est pas encore au bon niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement en retard, parce qu'encore une fois, c'est une notion de temps réel, les connexions. Donc, il faudra qu'on soit prêt au moment où on a un ordinateur quantique, donc on n'est pas nécessairement en retard, mais quand même, c'est l'endroit où on va se concentrer, là, nous, au niveau d'Internet, avec, après, les objets qui passent à l'intérieur, ou potentiellement les industriels, les banques, tous les fichiers, etc. Je serai dans des objets. Il va falloir très rapidement être en capacité d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir signer les objets, pour que sur le long terme, quand on les stocke,
Si on n'y touche jamais pendant 10 ans, eh ben, le jour où on les regarde dans 10 ans, ils soient signés avec quelque chose auquel on peut faire confiance. Dans cette accélération qui va être nécessaire, vous disiez on n'est pas en retard, mais il ne faut pas qu'on perde de temps. Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin pour y arriver ou est-ce qu'il nous manque encore certains éléments? Tout à fait. Je crois que j'ai un début de réponse avec les hochements de tête des deux Ouais, invités. pas tout à fait. On est un peu juste, notamment parce qu'on fait justement, on veut de l'agilité, donc il nous faut plusieurs algorithmes. Et autant sur le chiffrement, les KEM, on a 2 variants, voilà. Autant sur les signatures, on est encore en compétition pour avoir d'autres alternatives. Donc on est un peu juste. Encore une fois, comme c'est pas la temporalité, c'est pas le problème de confidentialité lié à Harvest Now, Decrypt Later, on est encore à peu près bon. La problématique, c'est vraiment que derrière, il va falloir le déployer dans des équipements, c'est ce que disait Roberto avant, et que ça peut être très très lent. Rien que voilà, cette transition entre 2 protocoles, TLS 1.2, TLS 1.3, 10 ans après, on est très en retard. Enfin, on est très en retard. On n'est pas à 100%, très clairement. J'ai envie de dire, s'il y a bien une seule chose sur laquelle on doit insister collectivement dans le design, dans le déploiement de nos infrastructures, dans l'architecture de nos infrastructures, c'est la mise à jour. Je pense que je suis très d'accord sur le fait qu'à un moment donné, l'évaluation de sécurité doit primer sur la certification. Il y a un moment où, quand on a atteint le niveau de sécurité et qu'on fait la certification pour être à un niveau de sécurité qui est convenable, c'est très bien, c'est parfait, c'est mieux. Mais qu'il y a un moment où on passe à un niveau où l'attaquant est plus fort, le niveau de sécurité n'est plus achevé, et là la certification en fait elle sert plus à rien. C'est le niveau de sécurité qui compte, c'est pas la certification. Donc il y a une sorte d'effort à intellectualiser sur le fait que très clairement il faut faire certifier ses équipements, faire qualifier ses équipements, etc. Mais l'évaluation de sécurité et la mise à jour au moment donné, quand on en a besoin, doit primer. Doit primer et est essentiel. Samy, un dernier mot, puis ensuite on va peut-être prendre des questions de nos invités dans la salle. Le guide des mécanismes. Alors, vous voulez peut-être, réagir ou compléter ce que disait. Enfin, vous aviez l'air d'être en phase avec ce qu'évoquait Benjamin, mais vous voulez peut-être compléter. Non, mais je suis très en phase avec ce que Benjamin vient de dire. Ça reste aussi, comme discuté auparavant, un sujet qui n'est pas très sec. On est aussi dépendant de la partie normalisation. Quand on parle de signature, on n'a pas encore de format de certificat où on est d'accord. Et du coup, tant que tout n'est pas sec, on peut pas avancer sur la partie signature. Mais comme a dit Benjamin, on peut avancer dans la transition. C'est pas ce qu'il y a de plus prioritaire. Il faut que ça soit prêt quand l'ordinateur quantique est là. Un mot donc sur ce qui nous attend finalement, j'ai envie de dire 2026-2028. Il y a le guide des mécanismes crypto qui vient de paraître. Vous me dites si c'est OK. Qu'est-ce qu'on attend ensuite? Alors au niveau national et puis évidemment au niveau européen, puisque les deux vont de pair. Okay. Et le guide des mécanismes crypto a été publié le 20 mars dernier. Et pour ceux qui savent pas, c'est un guide qui émet des recommandations cryptographiques et il est référencé au niveau de l'annexe B du RGS. Du coup, il a une portée réglementaire. Derrière, ça crante un peu l'intérêt de faire de la cryptographie post-quantique pour un certain nombre de cas d'usage. Derrière, depuis peut-être l'annonce de notre feuille de route au mois d'octobre dernier, on a enchaîné les publications. Depuis le début de l'année, on a publié le guide sur la crypto-agilité, 3 guides sur l'intégration de la PQC sur les protocoles. Là, il y a un guide qui est orienté notamment offreur de VPN dans le cadre du DR pour faire de la diffusion restreinte, IPsec-DR, qui est version PQC, qui devrait paraître au second semestre. Il y a des évolutions en cours et des échanges qui vont avoir lieu fin du mois avec les industriels pour apporter une mise à jour qui pourrait être la plus simple possible pour eux à implémenter, pour faire quelque chose d'un peu intelligent avec ces acteurs-là. Et derrière, ça, c'est côté offre, côté utilisateur et côté bénéficiaire de l'ANSSI, comme on les appelle, les entités régulées. C'est plutôt un axe de travail sur lequel on doit se pencher davantage, parce qu'au niveau de notre feuille de route, c'était un de nos axes, et que cette transition-là soit une réussite pour nos bénéficiaires, mais
nos recommandations étaient plutôt du genre connaissez votre récit, connaissez les délais de renouvellement, renouvelés avec de la PQC, et il faut que cette transition-là se fasse d'une manière plutôt douce dans le cycle de renouvellement du SI, parce qu'il y a une approche qui est plutôt basée sur les risques pour des cas d'usage critiques, mais il faut que ça fasse aussi partie de la culture d'une DSI qui doit renouveler ses équipements. Ah ben, si j'ai des marchés qui se terminent à telle date, je vérifie avec mon fournisseur s'il y a la version PQC. Si c'est bon, je renouvelle avec la PQC. Sinon, je change de fournisseur et c'est plié. Mais juste pour revenir un peu pour finir un peu de répondre à la question, il y a aussi ce volet où on cherche à creuser un peu ces recommandations plutôt haut niveau pour aller un peu faire des POC exactement, des POC d'accompagnement de définition de plan de transition pour des ministères ou des OIV, parce que au-delà des problématiques techniques, le sujet n'est peut-être pas trop technique, mais c'est plus un sujet organisationnel, un sujet administratif. Et du coup, on a besoin de comprendre ces contraintes-là et pour pouvoir émettre des recommandations qui sont applicables aux différents acteurs, il faudrait qu'on mette les mains dans le cambouis pour qu'on puisse prendre le temps de creuser et aussi émettre des recommandations. Il y a déjà aujourd'hui des guides, notamment des guides de nos homologues néerlandais sur la transition, qui est en tout cas un très bon guide et un bon début pour que les gens se saisissent. Mais il y a peut-être des choses à explorer davantage et pour apporter des réponses. Et en parlant de réponses, l'ANSSI a publié une FAQ au mois d'octobre dernier sur son site qui sera amenée à évoluer au fil de l'eau avec des réponses aux nouvelles questions. Dès qu'on a des réponses aux questions qu'on reçoit, on les apporte au niveau de cette FAQ. Et juste pour rebondir sur le volet plutôt européen, les échanges continuent, que ce soit à niveau UE ou OTAN sur ce sujet-là. Au niveau du groupe de travail Nice, qui est coprésidé par la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, il y a eu la publication en 2025 de la feuille de route européenne et qui recommande que chaque État membre définisse sa roadmap nationale et émet un certain nombre de recommandations. Il y aura aussi une publication d'une FAQ européenne qui regroupe un peu un certain nombre de points, qui clarifie des aspects liés à la transition, liés aux recommandations techniques ou autres. Et en tout cas, les échanges aussi continuent aussi au niveau du technique, par rapport au choix des algos, par rapport à l'hybridation, etc. Et du coup, il y a la partie coopération niveau UE, c'est un must dans le sens où la menace n'est pas uniquement française. Et du coup, plus on travaille ensemble, plus on est d'accord sur ce qu'il faut faire, on peut aller plus loin dans ce sens-là. Merci beaucoup, Samy, pour ces éclairages. Merci évidemment à nos autres panélistes qui ont partagé leur expérience et leur expertise. Place aux questions de nos invités, de notre public. Avez-vous des questions à poser à nos invités en français, en anglais, comme vous le souhaitez? Oui, monsieur, je vais vous donner mon micro. Bonjour, Antoine Bajolet, administrateur du CLUSIF. La question est, est-ce que vous voyez des difficultés particulières ou supplémentaires concernant la signature électronique de documents et le redatage et l'archivage à valeur probante, qui est déjà sur des algorithmes pré-quantiques et pour des durées de conservation qui sont parfois très longues. Et j'ai la même question sur les journaux signés chaînés et pour lesquels ressortir tous les documents archivés et les resigner, ça peut être très difficile. Et de même, pour resigner toute une chaîne de journalisation, surtout si elle est très longue. Qui veut répondre? Samy, volontaire désigné. Volontaire désigné, à mon insu. Comme dit tout à l'heure, sur ce périmètre-là, tout n'est pas sec. Et du coup, côté Annecy, on ne peut pas forcément se positionner sur ce périmètre tant que c'est pas sec. C'est à prendre en compte. En termes de temporalité, il y a des choses auxquelles on peut répondre aujourd'hui et où on peut avancer, mais sur la partie, comme j'ai dit, on est preneur de ces questions-là, on est preneur de réflexion ensemble pour voir un peu ce qui convient, et on est aussi dépendant de la partie normalisation. Benjamin, vous voulez... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur les problématiques.
on a quand même, par exemple, MLDSA avec les bonnes tailles, etc. Mais c'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga. Je pense que le vrai effort à faire, c'est sur la stratégie au moment où on veut déclencher cette resignature d'objets, qu'on soit vraiment rodé sur le process. Voilà, parce que l'algorithme, finalement, c'est quelque chose qui est... Voilà, on a une bonne base avec MLDSA à la bonne taille, mais c'est vraiment le process dans tous ces changements, ce passage de la transition post-quantique, ce changement de protocole, ce changement de ces mises à jour de SI. C'est vraiment le process qui va poser problème, de par la taille des organisations. Hein. C'est ce que disait Roberto tout à l'heure. Donc, le premier truc, de toute façon, c'est d'être rodé à 100% près sur qu'est-ce qui est critique pour vous, quel est le type de données critiques, comment on les catégorise, comment on les priorise, qui va resigner ces objets, etc. Et après, alors ça c'est pour la signature d'objets en tant que tel, juste avec la signature électronique, mais il y a des protocoles type blockchain, Ethereum, etc. Au sens, voilà, donc un peu différent, ou d'autres protocoles qui, eux, sont vraiment dans une situation compliquée. Quand on regarde, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le papier de mes collègues de chez Google de hier ou avant-hier. Bon, bah voilà, ils ont fait un x20 en termes de capacité, de besoin, pardon. Ils ont divisé par 20 le besoin en nombre de qubits qu'il faut pour casser du RSA 2048, etc. Et ben, ça accélère franchement les timelines. Donc, très clairement, ce qui est prioritaire, c'est le process, selon moi. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Roberto. Yes, since the answer about Oui, signature was already vu given, que I la wanted to réponse sur la add signature a something déjà more été general. donnée, je voulais donner quelque chose de plus générique. C'est le rôle des fournisseurs, parce que souvent, ces services de software as a service, les SaaS, ces éléments sont importants. C'est ces fournisseurs. Parlez avec les fournisseurs pour les forcer de mettre à jour leur système, d'utiliser les nouveaux algorithmes. Ça, c'est très important. Surtout si vous avez des cas et des concepts d'avoir vos propres clés. L'entreprise crée la clé, devrait dans le cloud, de pouvoir l'utiliser. Et certains ne sont même pas prêts. Encore ne sont pas arrivés. Et pour un SaaS, c'est même plus compliqué que ça. Dimitri, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, je pense. Le sujet ici, c'est vraiment sur le rechiffrement, la resignature. Êtes-vous capable de rechiffrer? Est-ce qu'ils sont capables de le refaire? Parce que peut-être que ce n'est pas une petite possibilité non plus. Hein? Merci beaucoup. Oui. Yes. Merci beaucoup pour le partage de vos aperçus. J'ai une question technique, peut-être pour Benjamin. Récemment, le IETF a accepté ce brouillon pour les Mercury 3 Certificates et on a vu des choses intéressantes. Quelle est l'expérience de Mozilla? Est-ce que vous allez dans cette direction également ou pas? Ça, c'est mon collègue de mon équipe qui est vraiment là-dedans. C'est David Benjamin de Google. De mémoire, je pense qu'on essaie de regarder là-dedans. Vous savez, le comité est très petit parce qu'il y a les CA et les quelques autres. Donc, à ma connaissance, il y a la volonté de notre part, j'ai peut-être tort, hein, mais il y a la volonté, une intention d'aller dans cette direction-là, mais c'est une expérimentation de nos collègues chez Google qui va nous aider à mieux comprendre exactement qu'est-ce qu'on peut gagner en allant vers cette nouvelle structure. Et ce que j'anticipe, c'est que nous allons le faire évoluer une fois, fois deux, fois trois, jusqu'au point où nous arrivons à quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusque-là. Il y a, vous savez, pour des années, nous voulions nous débarrasser de X509 avec le format pour les signatures digitales, etc. Et
c'est peut-être une des opportunités que nous voyons de le faire en même temps pour la transition hybride, le certificat Merkel 3, pour la transition. Voilà, je mets tout dans le même seau. Je pense que le timing pour tout ça, c'est 2-3 ans, au moins de ce que notre point de vue. Donc, on fait des expérimentations maintenant et voilà, ça va s'accélérer si le timing de l'équipe Google nous montre qu'on doit peut-être, si ça doit se faire tout de suite, alors oui. Merci. Dernière question? Stéphane Dufour, ingénieur cybersécurité OT Advance. Est-ce qu'il y a certains algorithmes ou certaines implémentations qui sont soumises aux règles de bien de double usage? Je prends la question, mais a priori non. Mais on verra. Ouais, j'ai pas de non plus pareil. A priori, pas pour l'instant, parce qu'on est. C'est peut-être un peu trop tôt pour se poser cette question-là aujourd'hui. Il y a les obligations dans l'utilisation des moyens cryptologiques de déclarer. Hein. Ça, c'est une législation française et il y a beaucoup de législations similaires. Donc, en fonction de là où vous êtes, il faut potentiellement déclarer quels algorithmes vous utilisez, demander des fois l'autorisation. En France, là maintenant, avec tout ce qui est évolution de la PGL cybersécurité, NIS 2, CRA, DORA. Si je me trompe pas, l'intention c'est plutôt le déclaratif. Alors la loi est pas passée encore, mais si je me souviens bien, c'est ça. Mais là, c'est plus sur le volet contrôle crypto que bien un double usage. Ouais, alors mais ça va avec parce que voilà. Mais du coup, je prends la question, mais a priori, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais je prends la question. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos 4